Patrice Duhamel, bonjour. Bonjour. On ne présente pas le journaliste que vous êtes, on va présenter l'auteur que vous êtes aussi depuis déjà longtemps et qui publie seul en signature Le chat et le renard, président et Premier ministre, 2 ou 3 choses que je sais d'eux. Il y en a bien plus que 2 ou 3. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est un ouvrage réjouissant. On se régale par les anecdotes, mais aussi par les analyses qui en ressortent. Et notamment, dès la page 14, vous le dites, la Constitution prévoit que le président préside et que le Premier ministre et le gouvernement gouvernent. Et ça ne marche jamais, ou presque. Pourquoi ? Parce que l'article 20, qui précise que le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation, n'a jamais été respecté. C'est la faute de Gaulle. Oui, peut-être les premières années, la première année de Michel Debré et les 2 premières années de Georges Pompidou et encore. Et les cohabitations, finalement. Et bien entendu, les cohabitations, voilà. Mais alors, la spécificité des cohabitations que les Français ont bien aimées, hein, en général, les 3, hein. Ils les ont provoqués et ils les ont bien aimés. Voilà, exactement. Aussi parce qu'on réforme moins, donc ils souffrent moins, les Français. Oui, mais une des caractéristiques, c'est qu'ils sont obligés dans la cohabitation de négocier avant. Moi, ce qui m'a frappé en parlant avec les différents intéressés, je me souviens, j'en ai parlé avec Giscard et Chirac, qui tous les deux disaient, mais non, c'est une des raisons de notre désaccord quasiment immédiat, c'est qu'on n'a pas parlé de ça avant, on ne s'est pas dit avant qui va faire quoi, et que donc il y a un malentendu dès le début, dès la formation du gouvernement. C'est le premier grand clash, Giscard-Chirac, 25 août 76, Chirac s'en va. Il y avait eu des tensions avant, Pompidou-Chaban-Delmas. Chaban-Delmas s'affranchit, Chirac entre en dissidence. Oui. Chaban-Delmas, il fait moi j'ai adoré son discours de la nouvelle société, voilà, 69. Un magnifique discours à relire encore aujourd'hui, hein, sur les blocages de la société française. Mais il ne l'avait pas montré à Pompidou. Non, et puis c'est un discours de président. C'est un discours de président. C'est un discours qu'il aurait dû attendre le prononcer en 74. Ça serait peut-être passé autrement. Vous le dites aussi, c'est une des règles de ce couple. Chaque fois qu'un Premier ministre pense à l'Élysée, même pour dans longtemps, oui. Ça dérègle le couple et ça se passe mal. Bah, à chaque fois, on l'a vu. Même quand ils s'entendent très bien, comme Fabius et Mitterrand. Fabius... il a obtenu de Mitterrand d'avoir une large autonomie, que Mitterrand soit hyper discret pendant quelques mois après l'installation. Il y a le fameux « lui c'est lui, moi c'est moi ». Mais il a toujours une ambition présidentielle depuis le début, Laurent Fabius. Et donc, il prend ses distances sur 2 ou 3 choses symboliques, Jaruzelski, etc. Et parce qu'il sait que s'il est candidat à la présidentielle, il devra assumer, gérer le bilan de François Mitterrand, oui. Donc il prend quelques distances. Le droit d'inventaire pousse à la rupture, exactement. si j'ose dire. Il y a peut-être un contre-exemple, c'est Juppé-Chirac. Ce côté filial fait que Juppé, qui lui aussi était programmé pour l'Élysée, reste un Premier ministre fidèle. Le divorce, c'est avec la France. Oui, alors avec quand même quelque chose de tout à fait singulier, c'est que Chirac est élu en mai ou en juin sur la fracture sociale, et que dès le collectif budgétaire avant l'été, il y a des premières mesures de rigueur. C'est Juppé qui préside ? C'est ce que vous nous dites ? C'est Juppé qui convainc Chirac et la grande déception, pour ne pas dire colère, de Philippe Séguin, que la situation est telle qu'il y a des mesures à prendre tout de suite et qui ne vont pas du tout dans le sens de la fracture sociale. Dans ce couple Chirac-Juppé, il y a aussi autre chose. Juppé va payer pour Chirac au moment des affaires. Pardon, merci. C'est ce que Chirac n'a jamais dit à Juppé. Oui, et dans une émission de télévision, la question était posée à Juppé, qui a toujours été d'une loyauté extraordinaire avec Chirac. Et quand on lui a posé la question, est-ce que vous, en substance, est-ce que vous auriez aimé quand même que Chirac, à un moment, vous dise merci il dit pas oui, j'aurais aimé, mais enfin, on sent qu'il y avait une frustration de ce côté-là. Parfois, le fils tue le père, là, le fils s'est sacrifié pour le père. Oui, quelque absolument. sorte. Autre règle intangible, vous en parlez au moment de la nomination d'Édith Cresson, mais elle est valable pour tous. Matignon, ça ne se refuse pas. Jamais, ça ne se refuse jamais. Et tous ceux qui disent si on me l'avait proposé, j'aurais refusé, ça ne se refuse pas. Pourquoi ? C'est que le goût du pouvoir ou c'est autre chose de plus puissant ? C'est le goût du pouvoir, c'est une sorte d'orgueil aussi, de vanité ou de fierté. Arriver à Matignon, c'est formidable. C'est une petite liste en France. Voilà, et puis pour beaucoup quand même, ça veut dire si le président pense à moi, ça veut dire que j'ai peut-être une ambition derrière. Tous sauf quelques-uns. Raffarin, Castex, est-ce qu'ils se sont dit cela ? Oui, mais là, vous citez 2 exemples. À mon avis, ce sont les 2 couples exécutifs, Chirac-Raffarin
et Macron-Castex, qui n'ont jamais eu de problème, quasiment du début à la fin. Du début à la fin. Le seul problème avec Castex, c'est qu'il serait bien parti un petit peu plus tôt. Oui, on l'a fait traîner au milieu des cartons. Mais 2 sur 26, c'est quand même pas beaucoup. Oui, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. Autre règle, traditionnelle, presque folklorique, mais touchante. Et pour vous, ça a un sens. Les arbres que chaque Premier ministre plante à Matignon. Par exemple, un orme de Lutèce pour Jospin, un arbre au caramel avec des feuilles en forme de cœur pour Juppé, etc., etc. Quel symbole y voyez-vous dans ces plantations ? Ça dit beaucoup ? Ça dit beaucoup. Et le seul qui n'en a pas planté, qui est Jacques Chirac, ça dit beaucoup aussi, qu'il pensait sans doute à autre chose. Un autre jardin. Et déjà au parc de l'Élysée. Ça dit l'attachement au symbole. Et à chaque fois, ils font venir la presse, ils expliquent. Elisabeth Borne, elle avait choisi un arbre où il y avait à la fois derrière l'écologie et la résilience. Elle avait beaucoup insisté, alors qu'elle venait d'arriver, déjà, sur le fait que c'était une femme résiliente, qui n'abandonnait pas, qui ne cédait pas, etc. Ça n'a pas suffi. La solidité, ça n'a pas suffi. Votre métier vous pousse aussi à jauger ces premiers ministres et ces présidents à l'aune de l'interventionnisme dans l'audiovisuel public. Il y a quelques exemples. Rocard vous engueule une fois. Oui, mais je le connaissais bien. Il se forçait là, sur la guerre du Golfe. Oui. On sort rassuré. Et Mitterrand lui avait dit... c'est à vous de gérer les médias. C'est tout ce qu'il faisait dans la guerre du Golfe. Hein, c'était d'ailleurs déprimant pour lui. Hein, oui, ça a participé aussi de son départ. Ça rassure sur notre démocratie. Finalement, il n'y a pas tant de pression que cela. Alors là, c'est un sujet qui mériterait un livre à soi seul. Oui, bah, j'en ai fait un avec mon frère aîné Alain quand j'ai quitté France Télévisions en 2010. Mais les présidents s'intéressent et se passionnent toujours pour la télévision, même quand ils ne la regardent pas. Alors il y en a qui l'adorent. De Gaulle adorait la télévision, il la regardait tous les soirs quasiment. Il y en a qui ne la regardent jamais, mais qui s'y intéressent beaucoup. Il y en a qui s'intéressent beaucoup à l'information et d'autres beaucoup au programme, au divertissement. Mitterrand, il surveillait de près par Rousselet ce qui se passait dans l'information. Il y a eu la chasse aux sorcières en 81, etc., et d'autres... avec d'autres majorités. Mais par exemple, il s'intéressait beaucoup au poids des programmes. C'est lui qui a inventé l'Instit, par exemple. C'est lui qui a dit à Roger Hanin, faudrait faire l'Instit. Alors la femme de Roger Hanin qui était productrice s'en occupait. Mais l'idée est venue de François Mitterrand. Et ça a été plutôt une réussite, une belle réussite d'audience. Quand on regarde le déroulé de ces couples, certains ont une sorte de prescience. C'est le cas de Mauroy, qui dès le début du socialisme se rend compte que le programme, ça va aller dans le mur. Et pourtant, ça n'a pas créé de tension avec Mitterrand. Non, parce il a fait passer la loyauté devant tout. Mais c'est un des premiers ministres qui aurait pu, lui-même n'avait pas l'ambition d'être président de la République. Vous en évoquiez deux tout à l'heure, oui. On aurait pu rajouter Pierre Mauroy. Et surtout d'une loyauté vis-à-vis de Mitterrand et dans ses convictions extraordinaires, parce que Mitterrand ne voulait pas qu'il s'en aille au moment de la guerre Il pleure d'ailleurs au moment de la séparation. Voilà, et il dit non, mais moi j'y tenais beaucoup, ça faisait partie des points essentiels du programme commun, eh bien la loi est retirée, je m'en vais. C'était non négociable chez lui. Il n'y en a pas beaucoup qui sont conduits comme ça. Même Rocard, quand il part, vous racontez cette anecdote incroyable, il dit « Est-ce que je peux gagner 48 heures ? Je veux faire passer une loi sur les écoutes téléphoniques. » Grotesque, répond Mitterrand. Quel couple, ce couple Rocard-Mitterrand. Ça a duré moins de 5 minutes. Moi, c'est un couple qui m'a fasciné. Je les ai bien connus tous les deux. J'aimais beaucoup Rocard. Je les ai rarement vus tous les deux en même temps, sauf dans les cérémonies, mais voilà. Simplement, ce qui est extraordinaire, c'est que Mitterrand le nomme pour le tuer politiquement et il y arrivera. En disant, dans 18 mois, on verra au travers. Voilà, absolument. C'est dire et il serait avait. Bon pour un secrétariat d'État au PTT, etc. Une violence incroyable. Il le tue, mais ce qui est frappant dans ce couple, tous ceux qui les ont approchés, Mitterrand ne comprenait pas Rocard, ne comprenait pas ce que disait Rocard, mais sur tous les sujets. Quand il parlait de bouquins, il ne comprenait pas le langage de Rocard. Et puis, il avait cette détestation pour la deuxième gauche, quand même, qui dépassait tout, quoi. Voilà. Et Rocard en était le symbole. Alors, restons sur Mitterrand. Vous racontez en détail comment il aide un peu plus Chirac que Balladur au moment de la présidentielle 95, la fameuse scène de l'Hôtel de Ville en août 94. Ma politique étrangère, un texte de Balladur avait fâché Mitterrand. On pourrait y ajouter un éditorial
d'Alain Duhamel, qui était titré, je crois, le vice-président à propos d'Édouard Balladur. Oui. Ce renversement, est-ce que ce n'est pas dû aussi à une détestation de Mitterrand vis-à-vis des socialistes qui lui faisaient à ce moment-là le procès de sa jeunesse vichiste et plus tard du droit d'inventaire? Oui, il y a sûrement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui préféraient que leurs successeurs soient dans l'autre camp que dans leur camp à eux. Pour Macron, c'est impossible. Alors pour Macron, c'est impossible. Voilà, d'où le problème. Voilà. Oui, alors Macron, moi je suis convaincu qu'il préférerait Attal à Édouard Philippe. Alors c'est dans 3 ans, on a encore du temps. Mais il peut pas... son cauchemar dont il parle énormément, quasiment tous les jours, il y a des témoignages permanents, c'est fin mai 2027 d'être sur le perron de l'Élysée et d'accueillir Marine Le Pen. Tout n'a-t-il pas changé avec le quinquennat? Sarkozy traite Fillon de collaborateur, c'est parce que le quinquennat a fait du président finalement le vrai chef de la majorité. Le quinquennat, le début des chaînes d'information et le début de l'explosion des réseaux sociaux. Je pense que tout le monde, vous je ne sais pas, moi en tout cas c'est sûr, et beaucoup de responsables médias, et surtout, c'est ça qui est le plus important, de politique, ont totalement sous-estimé ça. Totalement. Ça a complètement changé. Oui. Et quand vous en parlez en privé avec eux, il y en a qui vous disent, je ne sais pas, quelqu'un, j'ai vu récemment parler de ça, Hubert Védrine, par exemple, dit aujourd'hui c'est quasiment impossible de gouverner le pays quand on a aussi peu de temps que le quinquennat, les réseaux sociaux, les chaînes d'information, ça devient quasiment ingouvernable. Votre livre s'appelle le chat et le renard, c'est évidemment une allusion à La Fontaine. La Fontaine vous accompagne tout au long des chapitres. Est-ce que parfois, le Premier ministre, c'est pas le lion et le rat, avec le petit rat qui ronge les mailles du filet et qui peut libérer son président? Est-ce que Attal est le rat du lion Macron? Oui, mais ça a changé avec le quinquennat et c'est souvent le président. Alors là, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. J'ai pas le sentiment qu'Attal protège le président. Il y a un écart dans les sondages qui était le même que Édouard Philippe et Macron à la fin, une bonne quinzaine de points d'écart, ce qui est considérable. Et c'est pas seulement une forme de jalousie, parce que ça, on n'est jamais sûr, et les présidents ne l'expriment pas. C'est le fait que l'opinion ne les voit pas de la même manière. Donc ça, c'est très important. Mais le Premier ministre qui protège le président, avec l'hyper-présidence, à mon avis, ça n'existe plus. Patrice Duhamel, le chat et le renard, président et Premier ministre, des secrets, des anecdotes et des réflexions profondes sur nos institutions. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.